La porte du manoir s'ouvrit dans un fracas qui résonna à travers le hall de marbre. Richard Grant laissa tomber la mallette au sol, le cœur encore battant après la réunion qui s'était terminée plus tôt. 3 heures de négociations brutales avec des investisseurs japonais, conclues avant l'heure prévue. Il desserra sa cravate italienne en montant les escaliers, impatient de voir son fils. Le couloir du 2e étage était trop silencieux. Richard fronça les sourcils. Où était l'infirmière? Où était tout le monde? Ses pas résonnaient sur le plancher de bois alors qu'il s'approchait de la chambre d'Ethan. La porte était entr'ouverte. Ce qu'il vit en entrant glaça son sang. Ethan était debout. Debout. Son fils, qui n'avait pas bougé les jambes depuis 4 ans, se tenait à côté du lit. Mais ce n'était pas cela qui faisait battre le cœur de Richard à s'en rompre la poitrine. C'était la fillette. Une petite fille noire, pas plus de 10 ans, était allongée sur le sol. Sa robe blanche déchirée, tachée d'une substance dorée et visqueuse. Les yeux grands ouverts, fixés au plafond. Immobile. « Ethan !» cria Richard d'une voix étranglée. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Le garçon se tourna lentement. Ses yeux, autrefois brun clair, brillaient d'un éclat doré troublant. Il y avait dans les veines de son cou des lignes lumineuses qui pulsaient comme des circuits vivants sous la peau pâle. « Papa » murmura Ethan, la voix tremblante, confuse. « Tu es rentré tôt. » Richard se précipita vers la fillette, s'agenouilla près de son petit corps. Il chercha un pouls de ses doigts tremblants. Rien. Sa peau était froide, mais quelque chose clochait. Une substance dorée s'écoulait de son nez, du coin de sa bouche. Le même liquide qui maculait les mains d'Ethan. « Elle est apparue à la fenêtre », commença Ethan, les mots précipités. « J'étais seul. L'infirmière était sortie chercher mes médicaments. La fille saignait, papa. Elle saignait de l'or. » Richard leva les yeux vers son fils. Ethan chancela, ses jambes encore incertaines après des années d'inactivité. Comment cela était-il possible? Comment un garçon paralysé depuis l'âge de 12 ans, victime de l'accident qui avait tué sa mère, pouvait-il se tenir debout? « Elle m'a donné quelque chose », continua Ethan, la voix brisée. « Un flacon. Elle a dit qu'il venait pour elle. Que je devais le boire. Que c'était la seule façon de me guérir. Quel flacon? Où est-il » Ethan pointa la table de chevet. Richard aperçut le petit récipient en verre, vide, avec encore des résidus de liquide doré sur les parois internes. Son cerveau d'homme d'affaires commença à analyser la scène. La fillette morte. Le fils miraculeusement guéri. La substance mystérieuse. « Après que je l'ai bu, » murmura Ethan, elle a commencé à convulser. Elle est tombée. J'ai essayé de l'aider, papa, je te le jure. Mais plus je la touchais, plus la lumière sortait de son corps pour entrer dans le mien. Richard sentit le monde vaciller. 42 ans à bâtir un empire technologique, à prendre des décisions qui déplaçaient des milliards de dollars, et rien ne l'avait préparé à ce moment. Il regarda ses propres mains, désormais tachées du liquide doré de la fillette. Un bruit en bas les figea. Des voix. Des pas lourds. Beaucoup de pas. « Monsieur Grant » appela la gouvernante du rez-de-chaussée, la voix pleine de panique. « Il y a des hommes ici. Ils disent qu'ils viennent de la sécurité fédérale. » Le sang de Richard se glaça encore davantage. Fédéral? Cela n'avait aucun sens. À moins que... Il courut jusqu'à la fenêtre, écarta prudemment le rideau. 3 SUV noirs étaient garés dans l'allée circulaire. Des hommes en costume descendaient des véhicules, mais quelque chose n'allait pas. Aucun ne portait d'identification visible. Aucune voiture n'avait de plaques officielles. « Ethan » dit Richard d'une voix basse et urgente, « il faut partir. Maintenant. » « Mais papa, la fille. On ne peut plus rien pour elle maintenant. » Les mots écorchèrent la gorge de Richard comme des éclats de verre. Il était bien des choses, mais jamais un lâche. Pourtant, les yeux de son fils brillants de cette lumière dorée surnaturelle lui disaient qu'il se passait quelque chose de bien plus grand. Quelque chose pour lequel on tuerait afin de le cacher. Ethan fit un pas hésitant vers son père. Ses jambes fléchirent, et Richard le rattrapa avant qu'il ne tombe. Le contact du garçon brûla sa peau, une sensation électrique parcourant son bras comme une décharge. « Ça fait mal », gémit Ethan. « Papa, ça brûle à l'intérieur. » La porte de la chambre vola en éclats. Un homme grand, vêtu d'un costume gris impeccable, entra, suivi de 2 gardes armés. Ses yeux balayèrent la scène en une seconde. La fillette morte, le flacon vide, Ethan debout. « Monsieur Grant », dit l'homme avec un calme inquiétant, « nous devons parler de ce que votre fils a pris. Et de la propriété qu'il nous a volée. » Richard tira Ethan derrière lui, l'instinct paternel surpassant toute logique. « Propriété » cracha-t-il.
C'est une enfant morte sur le sol de la chambre de mon fils. L'homme en costume sourit, mais son sourire n'avait rien d'humain. Pas exactement une enfant, monsieur Grant. Et certainement notre propriété. C'est alors que Richard comprit. La fillette sur le sol n'était pas le problème. C'était ce qu'elle transportait. Et maintenant, quoi que ce fût, cela coulait dans les veines d'Ethan. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite. Richard sentit chaque muscle de son corps se tendre. Propriété. Le mot résonnait dans son esprit comme une alarme lointaine. Il avait bâti sa fortune en achetant et vendant de la technologie. Il savait exactement ce que ce terme signifiait dans le monde des affaires. Mais appliqué à un enfant? Je m'appelle Victor Apprentice, déclara l'homme en costume en sortant une carte de la poche intérieure de sa veste. Directeur de la récupération d'actifs chez Shimra Pharmaceuticals. Richard prit la carte de ses doigts tremblants. Le logo était discret, élégant. Un serpent enlacé autour d'un symbole d'ADN. Pas d'adresse. Juste un numéro de téléphone. Récupération d'actifs, répéta Richard, chaque mot chargé de venin. C'est ainsi que vous appelez la traque d'un enfant? Victor haussa les épaules, un geste décontracté qui contrastait avec la tension ambiante. La désignation 7 de 9 faisait partie du projet Prométhée. 5 ans de recherche. 300 millions de dollars de développement. Elle n'était pas autorisée à quitter l'installation. Ethan serra le bras de son père. Ses jambes tremblaient, peinant à soutenir le poids de son propre corps. Richard remarqua la sueur perler sur le front de son fils, les veines dorées de son cou battant plus vite. « Désignation » s'écria Richard, sa voix montant d'une octave. Elle avait un nom. Elle avait une identification alphanumérique, corrigea Victor, la patience commençant à se fissurer dans sa voix. Comme les 46 autres unités du programme. L'estomac de Richard se noua. 46 autres. Il regarda de nouveau le corps de la fillette au sol, vit au-delà des taches dorées, au-delà de la robe déchirée. Il vit les cicatrices. De petites marques circulaires le long des bras, organisées en motifs précis. Marques d'injection répétées. Qu'avez-vous fait d'elle? Murmura Richard, l'horreur imprégnant chaque syllabe. Victor fit un pas en avant. Les deux gardes derrière lui ajustèrent leurs armes, un mouvement subtil mais clair. Ethan gémit derrière Richard. Lorsqu'il se retourna, il vit son fils tomber à genoux, les mains pressées contre sa poitrine. Les veines dorées s'étendaient maintenant sur son visage, formant des motifs complexes sous la peau. Que lui arrive-t-il? Cria Richard, retenant Ethan avant qu'il ne s'effondre complètement. Victor se baissa à leur côté, observant Ethan avec un intérêt clinique. L'orum n'était pas conçu pour un transfert direct. Lorsque votre fils l'a bu, il n'a pas seulement ingéré le liquide. Il a absorbé les modifications génétiques de 7 de 9. Son corps tente de s'adapter. Ça le tue. Ça le transforme, corrigea Victor. En quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vaut bien plus que ce que la fillette a jamais valu. Richard ressentit une colère pure, incandescente, si intense que tout devint rouge un instant. Il attrapa Victor par le col de son costume cher, le tira vers lui. Si mon fils meurt, je... Les gardes avancèrent, mais Victor leva la main pour les arrêter. Monsieur Grant, je comprends votre détresse. Je suis père aussi. 3 enfants, tous en bonne santé, grâce à l'orum que nous avons testé sur les unités du programme. Il sourit, et dans ce sourire, Richard vit la véritable monstruosité de l'homme. Mais votre fils ne va pas mourir. Il va transcender. Et vous allez nous aider à comprendre comment. Jamais. Réfléchissez bien, dit Victor, se libérant de l'étreinte de Richard et lissant son costume froissé. Votre épouse est morte dans cet accident. Votre fils est resté paralysé. Vous avez tout perdu cette nuit-là. Et maintenant, miraculeusement, il est guéri. Vraiment, allez-vous tout jeter par principe moral? La question frappa Richard comme un coup de poing dans l'estomac. Il regarda Ethan, vit son fils trembler, souffrir, mais vivant. Plus vivant qu'il ne l'avait été en 4 ans. Nous avons des installations, continua Victor, sa voix douce comme du velours empoisonné. Des médecins spécialisés. Nous pouvons aider votre fils à travers la transformation. Ou nous pouvons le laisser ici, seul, pendant que son corps se détruit en essayant de traiter des modifications génétiques que nous avons mis des années à perfectionner. Richard regarda la fillette morte au sol. 7 de 9. Sans nom. Sans famille. Juste un engrenage dans une machine qui transformait des vies en profit. Combien de temps lui reste-t-il? Demanda Richard, chaque mot tranchant son âme. Quelques heures. Peut-être un jour. L'orum réécrit son ADN. Sans intervention, le processus le consumera de l'intérieur.
Ethan serra la main de son père avec une force surprenante. Quand Richard plongea son regard dans celui de son fils, il y vit la peur. Peur pure et incontrôlable. « Papa, » murmura Ethan, « ne les laisse pas m'emmener. » Richard prit sa décision à cet instant. Pas celle que Victor attendait. Pas la décision logique ou sûre. La décision d'un père qui avait déjà trop perdu. « Sortez de ma maison, » dit Richard, sa voix basse mais ferme comme de l'acier. Maintenant. Le sourire de Victor disparut. Victor étudia Richard longuement, comme un joueur d'échecs évaluant l'échiquier. Puis il fit signe aux gardes. « Très bien, monsieur Grant. Nous allons vous laisser le temps de reconsidérer. Mais comprenez ceci, nous surveillons cette propriété. Chaque sortie, chaque appel téléphonique. Quand votre fils commencera à crier de douleur, et il criera, vous nous implorerez de l'aider. » Ils partirent dans un silence calculé, ne laissant que le souffle lourd d'Ethan remplir la chambre. Richard courut jusqu'à la fenêtre et observa les SUV s'éloigner lentement. Mais l'un d'eux resta garé à la grille. « Surveillance. Dominique !» cria Richard dans l'interphone mural. « Dominique, viens à la chambre d'Ethan. » Maintenant. Le garde arriva en quelques secondes, un homme robuste avec des cicatrices de combat réelles sur le visage. Ancien militaire, loyal jusqu'à la mort. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Ethan debout et la fillette au sol. « Monsieur, que... » « Pas de question. Nous devons quitter cette maison dans 20 minutes. Une voiture m'attend dehors et des hommes surveillent la propriété. Pouvez-vous nous sortir d'ici sans être vus ?» Dominique analysa la situation avec l'efficacité de quelqu'un ayant survécu à des zones de guerre. Il regarda Ethan, puis la fillette, puis Richard. « Les tunnels, » dit-il simplement. Richard avait oublié. Le manoir avait été construit dans les années 50 par un magnate paranoïaque qui avait installé des tunnels d'évasion pendant la guerre froide. Richard les avait découverts lors des rénovations, mais n'avait jamais imaginé devoir les utiliser. Où mènent-ils ? 3 sorties. Une sur la propriété voisine, abandonnée depuis des années. Une autre dans le réseau d'égouts, à 2 km d'ici. La 3e dans l'ancienne gare désaffectée. La gare, décida Richard. Nous pourrons obtenir un transport de là-bas sans éveiller les soupçons. Dominique était déjà en mouvement, vérifiant les armes, préparant les fournitures. Richard s'agenouilla près d'Ethan, qui tremblait maintenant violemment. Le garçon était trempé de sueur, les veines dorées pulsant comme des lumières d'alarme sous sa peau. « Tiens bon, » murmura Richard en caressant les cheveux de son fils. « Nous allons trouver de l'aide. De l'aide réelle. » La fillette, murmura Ethan, les yeux fixés sur le corps. Elle m'a dit quelque chose avant de tomber. Elle a dit qu'il y en avait d'autres. Qu'ils étaient prisonniers. Que je devais les libérer. Richard sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Il ne s'agissait plus seulement de sauver Ethan. Il s'agissait des 46 autres enfants. Les unités, comme Victor les avait appelés avec tant de froideur. Eux, où sont-ils? Elle n'a pas eu le temps de le dire. Mais elle a montré ceci. Ethan ouvrit sa main tremblante. Sur la paume, dessiné avec son propre sang doré, il y avait un symbole. Un serpent se mordant la queue, avec des coordonnées écrites en chiffres minuscules autour. Richard photographia le symbole avec son téléphone, mémorisa les chiffres. Puis quelque chose cliqua dans son esprit. Il connaissait ces coordonnées. Pas exactement, mais la région. Désert du Nevada. Zone militaire restreinte. Monsieur, revint Dominique en portant un sac à dos. Nous devons bouger. Maintenant. Richard prit Ethan dans ses bras. Le fils pesait moins qu'il ne devrait, comme si la transformation consumait sa masse corporelle. Ils descendirent par des escaliers secrets, traversèrent des couloirs cachés derrière des panneaux de bois. Le manoir que Richard connaissait depuis 15 en révélait des couches qu'il n'avait jamais imaginées. Le tunnel sentait le moisi et la terre humide. Des lumières de secours clignotaient tous les 10 mètres, projetant des ombres dansantes sur les murs de béton fissurés. Ethan gémissait doucement, chaque pas semblant amplifier son agonie. « Tiens encore un peu », répétait Richard comme un mantra. Encore un peu. Ils mirent 40 minutes à parcourir les 3 kilomètres de tunnel. Lorsqu'ils émergèrent enfin à la gare abandonnée, la nuit était complètement tombée. Dominique vérifia le périmètre tandis que Richard allongeait Ethan sur le sol froid. « Nous avons besoin d'un médecin, » dit Richard, mais il savait qu'un hôpital était hors de question. Victor surveillait certainement tous les hôpitaux de la région. « Je connais quelqu'un, » proposa Dominique. « Médecin de l'armée. Travaille hors radar. Me doit des faveurs. Appelle-la. » Pendant que Dominique passait l'appel, Richard examina à nouveau la photo du symbole sur la paume d'Ethan. Il prit son téléphone, hésita.
Victor avait dit qu'il surveillait ses communications. Mais Richard n'avait pas bâti un empire technologique sans apprendre quelques astuces. Il accéda à un réseau crypté qu'il conservait pour des négociations ultra-secrètes. Envoya un message à un contact qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Une journaliste d'investigation nommée Sarah Chen, connue pour exposer les corporations corrompues. J'ai besoin d'informations sur Shimra Pharmaceuticals. Projet Prométhée. Urgent. Vie en danger. La réponse arriva en quelques secondes. Je les enquête depuis 2 ans. Retrouvez-moi. Richard saisit les coordonnées d'un café discret à 50 km de là, fixé pour midi le lendemain. S'il devait combattre une corporation transformant des enfants en produits, il lui fallait des armes. Et l'information était l'arme la plus puissante. Dominique revint, le visage tendu. Le docteur Reed est en route. Mais monsieur, il y a quelque chose que vous devez savoir. J'ai appelé mon contact à la police fédérale. Cet homme, Victor Prentice, il n'existe dans aucun registre. Shimra Pharmaceuticals, officiellement, c'est une entreprise de cosmétiques avec un chiffre d'affaires de 50 millions par an. Une façade, murmura Richard. Exactement. Mais il y a plus. Ils ont vérifié les caméras de sécurité de votre propriété. Ces hommes, ils ont effacé toutes les vidéos. À distance. Et un mandat d'arrêt est en cours contre vous. Pourquoi? Meurtre. Ils disent que vous avez tué un enfant disparu qui a pénétré dans votre propriété. Ils ont déjà des témoins. Votre gouvernante a témoigné que vous étiez violent en rentrant chez vous. Richard sentit le monde s'effondrer à nouveau. Victor ne protégeait pas seulement son projet. Il détruisait toute crédibilité que Richard pouvait avoir. Un milliardaire accusé d'avoir tué un enfant? Les médias allaient dévorer cette histoire. Combien de temps avons-nous? Des heures. Peut-être moins. Ethan convulsa violemment. Du sang doré coula de son nez, de ses oreilles. Richard le soutint, sentant le corps de son fils brûler comme un feu liquide contre sa poitrine. « Ne meurs pas » implora Richard, les larmes enfin échappant. « Ne me laisse pas aussi. J'ai déjà perdu ta mère. Je ne peux pas te perdre. » Des phares éclairèrent la gare. Une vieille voiture s'arrêta, et une femme en blouse descendit rapidement, portant une mallette médicale. Le docteur Catherine Reed avait des yeux fatigués mais fermes, des mains ayant déjà trop vu. Elle s'agenouilla auprès d'Ethan, examina les veines dorées, le sang luminescent. « Mon Dieu » murmura-t-elle. « J'avais lu à ce sujet. Je pensais que c'était une légende urbaine dans le milieu médical. Pouvez-vous le sauver ?» Catherine regarda Richard, et dans ce regard, il vit quelque chose qui le terrifia plus que n'importe quelle menace de Victor. L'incertitude. Catherine travailla sur Ethan pendant 3 heures dans la gare abandonnée. Ses mains bougeaient avec une précision chirurgicale, insérant des aiguilles, prélevant des échantillons du sang doré, surveillant des signes vitaux qui défiaient toute logique médicale connue. Richard observait chaque mouvement, incapable de s'en éloigner. Le liquide réécrit son code génétique, dit finalement Catherine en retirant ses gants tachés d'or. Mais pas de manière aléatoire. C'est presque comme s'il y avait une intelligence guidant le processus. Les cellules se réorganisent, créant des structures que je n'ai jamais vues. Il va survivre. Cela dépend de ce que nous entendons par survivre. L'Ethan que vous connaissiez? Il change à un niveau fondamental. Mais oui, le processus semble stable. Pour l'instant. Richard ferma les yeux, un bref moment de soulagement traversant la terreur constante. Lorsqu'il les rouvrit, il trouva Catherine en train de l'étudier avec intensité. « Vous savez ce que vous avez entre les mains, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas seulement une cure. C'est une évolution forcée. Qui que ce soit qui ait développé ça a des décennies d'avance sur tout ce que je connais. Et ils ont utilisé des enfants comme cobayes. Que comptez-vous faire ?» Richard regarda son téléphone. Sarah Chen avait confirmé la rencontre. Il avait les coordonnées du symbole. Il avait des preuves, dans son propre fils. Mais Victor possédait des ressources, du pouvoir, la capacité de manipuler des systèmes entiers. « Je vais les détruire », dit simplement Richard. La rencontre avec Sarah eut lieu dans un café décrépit qui sentait l'huile rance et le désespoir. Elle était plus petite que Richard ne l'avait imaginé, mais ses yeux portaient ce type de détermination qu'il reconnaissait en lui-même. Les yeux de quelqu'un qui n'abandonne pas. « J'enquête sur Shimra depuis 23 mois, dit Sarah en étalant des documents sur la table grasse. Traces financières à travers 17 pays. Sociétés écrans. Comptes offshore. Mais je n'ai jamais pu prouver ce qu'il faisait réellement. J'ai votre preuve, répondit Richard en montrant les photos qu'il avait prises. Le corps de la fillette. Les veines dorées d'Ethan.
Le symbole avec ses coordonnées. Sarah pâlit. C'est ce que je pense que c'est. Aurum. Ils appellent ça Aurum. Et il y a 46 enfants qui produisent ça quelque part à ces coordonnées. Nevada. Zone 53. Sarah tambourina la table du bout des doigts, en train de traiter l'information. J'ai un contact au département de la Défense. Il me doit un service. Si nous pouvons entrer dans cette installation avec une équipe de reportage. Ils vont tout détruire avant que vous n'y arriviez, interrompit Richard. Victor n'est pas idiot. Il m'a déjà incriminé pour meurtre. Il déplace probablement déjà les enfants. Alors que proposez-vous? Richard se pencha en avant, et le plan qui avait mûri dans son esprit au cours des dernières heures prit enfin forme en parole. Je me rends. Volontairement. Avec Ethan. Avec toutes les preuves. Mais pas à Victor. Au vrai FBI, devant les caméras, avec vous documentant tout en direct. Une fois l'histoire diffusée, ils ne pourront plus la cacher. C'est un suicide professionnel. Peut-être littéralement. Je suis déjà mort. Victor s'en est assuré dès qu'il est entré chez moi. Mais je peux emporter Shimra avec moi. Sarah l'observa longuement, puis acquiesça lentement. J'ai besoin de 48 heures pour me préparer. Contacter les réseaux appropriés. M'assurer qu'ils ne pourront pas étouffer la transmission. Vous avez 24 heures. Après ça, je ne sais pas combien de temps il reste à Ethan. Ils se serrèrent la main, un pacte scellé entre deux étrangers unis par l'indignation. Les 24 heures suivantes furent un flou de préparatifs. Richard transféra des fortunes par des canaux secrets, garantissant que même si l'on gelait ses comptes principaux, il y aurait des ressources pour poursuivre le combat. Il enregistra des témoignages. Documenta tout. Ethan s'améliora marginalement, mais les changements continuaient. Sa force augmenta de façon terrifiante. Il pliait des barres de métal sans effort. Ses pupilles luisaient dans l'obscurité. Il n'était plus totalement humain, et tous deux le savaient. « Papa », dit Ethan la matinée du fax en grave phase finale, la fillette a dit d'autres choses avant de mourir. Elle a dit que l'Aurum a un défaut. Que Victor le sait, mais le cache aux investisseurs. Quel défaut? Après un certain temps, le corps rejette. Violentement. Les enfants ont besoin de transfusions constantes de sang propre pour continuer à produire. Sans ça, ils explosent. Littéralement. Richard sentit un froid parcourir ses veines. Victor savait qu'il vendait une cure à durée de vie limitée. Une bombe à retardement génétique. C'était l'arme qui manquait. Le FBI arriva exactement à midi, accompagné de 3 camionnettes de différentes chaînes d'information que Sarah avait contactées. Richard sortit de sa cachette les mains levées, Ethan à ses côtés. Les caméras enregistrèrent tout. Les veines dorées. Le sang luminescent. La preuve vivante. « Je m'appelle Richard Grant », déclara-t-il face aux caméras, sa voix résonnant sur la place vide. « Je viens dénoncer des crimes contre l'humanité commis par Shimra Pharmaceuticals. » Il raconta tout. Chaque détail. Les enfants transformés en usine. Le projet Prométhée. Les coordonnées de l'installation. Le défaut fatal que Victor cachait. Et alors, le moment qu'il attendait. Un des SUV noirs apparut en périphérie. Victor descendit, le visage figé dans une colère contenue. Il tenta de s'approcher, mais les agents fédéraux le bloquèrent. Les caméras captèrent chaque seconde. « C'est de la diffamation », hurla Victor. « Cet homme a tué un enfant. » « Alors expliquez cela, » répondit Richard, et Ethan fit un pas en avant, les veines dorées palpitant, visibles sous sa peau pour toutes les caméras. « Expliquez comment mon fils, paralysé, marche maintenant. Expliquez le liquide doré dans son sang. Expliquez les 46 enfants retenus au Nevada. » Le visage de Victor s'effondra. Juste pour une seconde, mais les caméras l'avaient saisi. Culpabilité. Reconnaissance. Arrêtez-le, ordonna l'agent spécial. Alors qu'on menottait Victor, il jeta un dernier regard à Richard. Il n'y avait pas de peine là-dedans. Juste une question silencieuse. Ça en valait la peine? Richard regarda Ethan, vivant malgré tout. Il pensa aux 46 enfants qui allaient maintenant avoir une chance. Oui, cela valait chaque seconde. 6 mois plus tard, Richard Grant était assis dans une salle d'audience du Congrès. Plus en tant que milliardaire de la technologie dirigeant des empires. Plus en tant comme apparaissant sur les couvertures de magazines. Mais en tant que père. En tant que témoin. En tant que survivant. L'opération au Nevada avait eu lieu 3 jours après l'arrestation de Victor. Des unités tactiques fédérales avaient investi l'installation secrète et trouvé exactement ce que Richard avait dénoncé. 41 enfants encore vivants,
maintenus dans des cellules stériles, connectés à des machines qui prélevaient continuellement leur sang doré. 5 étaient déjà morts, leurs corps jetés comme des déchets industriels lorsque l'Aurum avait cessé de fonctionner. La plus jeune avait 7 ans. La plus âgée, 13. Aucune n'avait de nom. Juste des numéros. Monsieur Grant, demanda le sénateur face à la table, les yeux lourds derrière ses lunettes. Comment va votre fils aujourd'hui? Richard regarda Ethan, assis dans la galerie publique. Le garçon portait des gants pour cacher les veines dorées qui n'avaient jamais complètement disparu. Son corps s'était stabilisé, mais la transformation avait laissé des marques permanentes. Il était plus fort, plus rapide, ses sens s'aiguisaient au-delà de l'humain normal. Mais il portait aussi une douleur constante, comme si chaque cellule se souvenait du prix payé. « Il est vivant », répondit Richard. Mais ce n'est plus le garçon qu'il était avant. L'Aurum a changé quelque chose de fondamental en lui. Quelque chose que nous ne pourrons jamais complètement inverser. Et les autres enfants sauvés? 32 suivent un traitement expérimental. On tente de stabiliser leur état. 9 ont choisi de conserver les modifications, d'apprendre à vivre avec. Aucun d'eux n'aura une vie normale. Tous portent des cicatrices qui vont au-delà du physique. La salle resta dans un silence pesant. Sarah Chen, maintenant journaliste primée pour son exposition du dossier, écrivait furieusement sur sa tablette au premier rang. Son reportage avait déclenché des enquêtes dans 17 pays. 23 dirigeants arrêtés. 147 milliards de dollars d'actifs gelés. Mais aucune somme d'argent ne rendait l'enfance volée à ses enfants. Shimra Pharmaceuticals a été dissoute, continua le sénateur. Mais nous savons que la technologie existe. Les fichiers ont été saisis, mais des copies ont peut-être échappé. Monsieur Grant, à votre avis, que devrait-on faire de la recherche sur l'Aurum? Richard inspira profondément. C'était la question qui le tenait éveillé toutes les nuits. Il y avait beaucoup réfléchi. Au potentiel. Au danger. Destruction complète, dit-il enfin, chaque mot porteur de conviction. Peu importe combien de vies l'Aurum pourrait sauver. Le coût est trop élevé. Transformer des êtres humains en produits, en outils, en moyens pour une fin, ce n'est pas de la médecine. C'est de l'esclavage déguisé en science. Des applaudissements éclatèrent dans la galerie. Le sénateur frappa du marteau, demandant le silence. Et votre fils? Si nous détruisons toute la recherche, nous détruisons toute chance de l'aider complètement. Je sais, dit Richard, et pour la première fois depuis des mois, des larmes brûlèrent ses yeux. Et pourtant, je dis, détruisez. Parce que s'il y a une leçon que j'ai apprise, c'est que certains pouvoirs ne devraient pas être entre les mains humaines. Pas quand le prix est payé par ceux qui ne peuvent pas se défendre. Après le témoignage, Richard rencontra Catherine Reed dans les couloirs du Capitole. La médecin travaillait désormais dans un programme gouvernemental pour aider les enfants sauvés. Ses yeux étaient encore plus fatigués, mais il y avait du sens dans son regard. « Nous avons stabilisé 3 enfants de plus aujourd'hui, » dit-elle. Lentement, nous comprenons comment inverser certaines modifications. Pas toutes, mais certaines. C'est un progrès. Richard, dit Catherine en touchant son bras. Je sais que vous avez voté pour la destruction de la recherche. Mais j'ai gardé des échantillons. Cachés, en sécurité. Au cas où un jour nous trouverions un moyen éthique d'utiliser ces connaissances. Pour aider les enfants déjà affectés. Richard aurait dû être furieux. Il aurait dû la dénoncer. Mais il regarda la médecin dans les yeux et y vit la même chose qu'il ressentait, un espoir désespéré. Gardez-les en sécurité, dit-il doucement. Et que Dieu nous pardonne si cela tombe de nouveau entre de mauvaises mains. Cette nuit-là, Richard emmena Ethan se promener dans le parc près de leur nouvel appartement. Le manoir avait été vendu, l'argent donné à un fonds de soutien pour les victimes du projet Prométhée. Il vivait maintenant simplement, modestement. Richard avait découvert qu'il n'avait pas besoin d'empire pour être heureux. Il avait juste besoin de son fils. « Papa », dit Ethan en regardant le coucher du soleil. « Parfois, je pense à elle. À la fillette. Je me demande quel était son vrai nom. Ce qu'elle aimait. Qui elle aurait pu être. Moi aussi. Ça en valait la peine? Tout ça ?» Richard réfléchit à la question. À tout ce qu'ils avaient perdu. Tout ce qu'ils avaient gagné. Aux 41 enfants maintenant libres, même endommagés. À Victor Prentice purge la prison à vie. À Shimra détruite. Je ne sais pas si ça en valait la peine, est la bonne expression, répondit Richard honnêtement. Mais c'était nécessaire. Certaines batailles doivent être menées, même lorsque le coût est trop élevé. Surtout lorsqu'il l'est. Ethan acquiesça, et là, en ce moment silencieux, père et fils trouvèrent quelque chose qui semblait impossible quelques mois auparavant. La paix. Pas la paix de celui qui a tout gagné.
mais la paix de celui qui a fait ce qui était juste, même lorsque c'était plus facile de ne rien faire. Richard regarda ses propres mains. Des mains qui avaient bâti des fortunes. Des mains qui avaient tenu son fils pendant sa transformation. Des mains qui portaient désormais les cicatrices de bataille que personne ne devrait combattre. Mais c'étaient des mains propres. Et à la fin, c'était cela qui comptait. L'histoire de Richard Grant et de son fils n'était pas celle de miracle. C'était une histoire de choix. Du courage de faire ce qui est juste quand tout pousse dans la direction opposée. Comprendre que certains prix sont trop élevés, même lorsqu'ils promettent tout ce que nous désirons. Le monde continuerait à jouer à Dieu. Il essaierait toujours. Mais tant qu'il y aurait des gens prêts à dire non, prêts à mettre l'humanité avant le progrès, il y avait de l'espoir. Et l'espoir, Richard avait appris, valait plus que n'importe quelle fortune. Plus que n'importe quelle cure miraculeuse. Plus que n'importe quel pouvoir. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner à la chaîne. Des histoires comme celle-ci doivent être racontées, rappelées et partagées. Parce qu'au final, nous ne sommes pas définis par ce que nous accomplissons, mais par ce que nous sommes prêts à sacrifier pour